Alors, Steven Moussa. Ça va, naka mo? Ça va, nice. Dalal ak jàmm waay. Merci de Fii mooy kër gi. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous sommes à Nianing avec Steven Moussa. Certains d'entre vous vont certainement, en tout cas, le reconnaître. Il est très actif sur les réseaux. Et aujourd'hui, il nous reçoit chez lui. Steven, bonjour. Mais en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez ramené la pluie chez moi aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Donc, c'est les premières gouttes de pluie déjà qui tombent. Exactement. En tout cas, c'est la première pluie intéressante pour nous les agriculteurs. Alors, nous sommes là aujourd'hui chez vous. Déjà, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours brièvement, ce qui vous a conduit surtout à être agriculteur, mais surtout au Sénégal? Bon, c'est un peu une longue histoire. Moi, je suis arrivé en fait en Afrique, au Togo, en 2003. J'ai fait plusieurs mois au Togo. Je suis arrivé au Burkina Faso, Mali, toujours en milieu rural. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai demandé à faire une formation agricole parce que j'ai pris la fibre agricole, j'ai pris l'amour, la passion de la terre et du milieu rural. Donc j'étais en formation agricole ici au Sénégal en 2003-2004 au niveau de Kër Babou Diouf dans le Saloum. Et puis voilà le début de l'histoire agricole. Voilà. Et depuis lors, vous vous activez. Aujourd'hui, vous accompagnez même d'autres personnes, des investisseurs par exemple. Exactement. Aujourd'hui, en fait, j'ai assimilé 21 ans d'expérience de vie personnelle et professionnelle dans le domaine rural et agricole. En aménageant des fermes, en vivant dans ma ferme. Donc j'accompagne beaucoup d'investisseurs, des personnes qui souhaitent investir dans l'agriculture, dans leurs projets. Donc je les conseille de A à Z et peu importe à quel niveau ils sont dans leurs projets. Et aujourd'hui nous sommes à Nianing justement. Pouvez-vous nous parler un peu des spécificités et justement des innovations que vous développez ici? Ok, en fait, alors ici dans ma ferme personnelle, donc c'est ma ferme mais c'est aussi ma maison parce que je vis ici avec ma famille, mes enfants. C'est aussi un showroom parce qu'en fait je réunis dans cette ferme un peu tout ce qu'on peut trouver dans une ferme autonome, c'est-à-dire en termes d'autonomie en eau avec les forages, les puits, en termes d'autonomie énergétique avec une centrale solaire qui alimente toute ma ferme, toute ma maison. Donc ici je suis 100% full autonome en énergie et en eau et en même temps en termes agricoles. Donc bon, même là si on ne voit pas grand chose parce que là je suis en train de remettre un peu à jour le site, mais voilà, je fais un peu tout en plus de la pépinière où je produis des plants de palmier à huile certifiés. Donc voilà un peu ce que je peux dire des activités ici. Et dans le site, vous avez également en tout cas aménagé différentes activités comme l'élevage, la pisciculture. Pouvez-vous nous parler un peu de ces activités que vous faites? Exactement. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle une ferme intégrée. Donc l'idée, c'est de retrouver un peu toute la famille de l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, c'est la même famille. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, ici, c'est un site entre guillemets pilote comme un showroom où la personne peut se projeter. Donc on trouve un bassin multifonctionnel qui est en fait central, c'est vraiment le cœur du projet parce que l'eau c'est la vie et l'eau c'est ce qui alimente le champ et toutes les infrastructures. Donc on a le forage qui alimente le bassin. Le bassin il est multifonctionnel parce qu'on fait du stockage d'eau, de la distribution d'eau pour l'irrigation, on fait de la pisciculture à l'intérieur. Donc le poisson lui, il va nous apporter un gain en business, en autonomie alimentaire à l'intérieur de la ferme, mais aussi un intérêt intéressant en termes de fertilisation naturelle parce qu'il va enrichir l'eau du bassin. Et en même temps, le bassin devient multifonctionnel parce qu'on fait une piscine naturelle dedans. Donc la famille, les amis, les invités se baignent. C'est en même temps une zone de plaisance. Donc c'est de faire un site agricole devienne aussi un site, un lieu de vie agréable. Ok. Voilà. Okay. Alors vous avez parlé de zone de plaisance et dans vos projets, vous quand même, vous avez des projets d'inviter les gens à venir faire des formations avec vous. Exactement, donc là c'est en cours de montage, en cours de préparation, parce que voilà ici j'ai un site qui peut et qui est prêt à accueillir en fait des gens. Donc la cible principale justement c'est les personnes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture,
qui ont acheté ou qui souhaitent acheter un terrain pour créer une ferme et se lancer dedans. Donc l'idée c'est de les accueillir parce que j'ai énormément de demandes dans ce sens-là. Donc de les accueillir ici en immersion totale, un week-end, une semaine, peu importe le temps qu'ils veulent. Soit seul, soit en couple, soit en famille. Et voilà, qu'ils puissent justement bénéficier de l'immersion totale dans un site autonome pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement pour justement se projeter dans leur propre projet. Et vous, vous êtes aussi un consultant indépendant. Dans vos activités, qu'est-ce que vous faites souvent pour en tout cas vos partenaires? Alors moi, je suis consultant effectivement indépendant, ce qu'on appelle freelance. La majorité, en fait, j'ai plusieurs prestations. J'ai le coaching en visioconférence, c'est la première étape. Ensuite, j'ai donc la formation en physique. J'ai aussi le diagnostic des sites, c'est-à-dire souvent on a des gens qui m'appellent parce qu'ils sont en train d'aménager, ils ont aménagé, ils rencontrent des problèmes. Donc ils me font intervenir sur le site pour que je puisse analyser la situation et potentiellement leur offrir des solutions pour rectifier la situation. Alors on va parler peut-être maintenant, Steven, d'impact. Comment vous évaluez aujourd'hui l'impact de vos activités, n'est-ce pas, au niveau de la société surtout, mais aussi les communautés par exemple, vers lesquelles vous vous dirigez pour les accompagner justement? Bon, on va dire qu'il y a plusieurs volets d'impact. Moi, j'accompagne des investisseurs privés, d'accord? Mais quand j'accompagne ces gens-là, c'est dans l'aménagement de fermes ou d'exploitations agricoles. Il y a un impact social local puisqu'il y a des aménagements, il y a de la création d'emplois, il y a de la formation. Et tout ça, en fait, je fais partie de cette dynamique-là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'impact, c'est aussi surtout justement d'encourager les gens à investir. Que ce soit des Sénégalais locaux, que ce soit la diaspora qui souhaite revenir en Afrique et au Sénégal en particulier, ou même des étrangers, peu importe d'où ils viennent, qui souhaitent justement utiliser leur épargne au lieu de le laisser dormir en banque, de le mettre dans la terre. Parce que la majorité de ces gens-là, leur vision, c'est justement de créer un projet agro, mais aussi justement de créer une dynamique sociale. Création d'emplois, d'autonomisation des populations. Voilà, parce qu'on parle souvent ici de pauvreté, de chômage et autres, mais le potentiel, il est là. Donc, alors, voilà. Le potentiel est là et vous pensez que l'agriculture quand même peut permettre, n'est-ce pas, d'apporter des solutions à ces problèmes-là? Comme je dis souvent, l'agriculture, à la base, c'est un mode de vie. L'exemple, il est là, c'est que moi, je vis dans ma ferme. C'est ma vie. Je vis dedans du lundi au dimanche. D'accord? L'agriculture, c'est un mode de vie. Donc, quand je dis que si vous voulez investir, vous devez être prêt à vous investir. D'accord? Parce que l'investissement doit d'abord commencer par l'investissement de soi. Exactement. C'est un investissement personnel qu'on fait. Donc, maintenant, il y a plusieurs phases. Comme je dis, on a la phase de placement et de fructification, de valorisation financière. C'est comme une épargne vivante. Quand on aménage un champ, un verger, on plante des arbres, c'est pour l'avenir. Là, il n'y a pas forcément beaucoup de contraintes. Et après, on a la phase d'exploitation concrète où on peut faire des cultures intermédiaires, du maraîchage, du fourrage, de l'élevage et autres. Mais là, ça demande une présence, ça demande un vrai investissement personnel. Donc, que ce soit des investisseurs ou des populations locales qui ont leurs propres termes et qui n'ont pas forcément le mindset, la connaissance pour faire des aménagements. Après, on parlera de moyens, mais les moyens, ils peuvent venir au fur et à mesure. C'est une question de patience. Parce que personne ne trouve l'argent d'un paquet d'un coup. Les choses viennent au fur et à mesure. Il faut commencer petit pour grandir et évoluer, pour enfin finaliser un projet. Alors maintenant, bon, pour parler un peu des défis auxquels vous faites face, on le sait, faire de l'agriculture, ça demande de la passion, mais on sait qu'il y a des contraintes, des obstacles qui peuvent arriver. Quels sont les défis les plus courants auxquels vous êtes confrontés? Alors, on a le défi déjà humain. Parce qu'on a la ressource humaine, parce qu'on peut avoir la connaissance, la ressource humaine aussi, on a des Sénégalais très qualifiés qui ont la maîtrise technique et autres. Mais le problème, c'est que comme je dis souvent, l'agriculture, c'est un métier aussi pour l'ouvrier qui ne paye pas cher. Ici, on voit par exemple des sourgas qui sont payés 30 000, 40 000 francs par mois. Après, quand on va dans des exploitations ou dans des fermes un peu plus structurées, on va être autour de 65 000, 80 000. Donc ça reste des petits salaires. Donc, ces ouvriers-là non qualifiés, leur salaire ne peut pas les faire tenir sur le long terme dans ce mode de vie. Et ils vont rechercher d'autres solutions. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que l'autonomisation de ces jeunes-là dans le domaine agro, c'est la clé. Mais on peut commencer en étant un employé mal payé, parce qu'en même temps, on apprend le métier, on apprend la vie. Voilà, c'est une formation en même temps. Après, il y a aussi une répartition des bénéfices que les sociétés et exploitants devraient faire.
c'est comme ce qu'on appelle le base-edo, c'est-à-dire qu'on te donne un fixe, mais quand on fait la récolte et qu'on compte le bénéfice qu'on a obtenu, on rétribue quelque chose aux ouvriers qui ont participé à obtenir ce bénéfice-là, pour les encourager. Donc tout ça, c'est une stratégie, c'est un mindset. Mais bon, voilà, moi j'essaie de partager aussi mon mindset, mon point de vue, pour peut-être faire changer un peu les mentalités. Après, bon, voilà, c'est toujours compliqué. Mais le fait que vous soyez là aussi aujourd'hui, de médiatiser un peu tout ça, permet aussi de sensibiliser les gens, parce que pour moi c'est très important, la sensibilisation. Après, chacun a sa vérité, chacun a son point de vue, mais voilà, ça permet aussi un peu d'ouvrir les esprits et de pouvoir avancer pour impacter pour le développement. Alors, ouvrir les esprits, vous en avez parlé, mais justement, là où on parle de souveraineté alimentaire pour le Sénégal, vous êtes en train de produire en tout cas de l'huile de palme. Comment vous faites dans la production pour avoir ces produits-là au Sénégal? Alors aujourd'hui, moi j'ai créé une société qui s'appelle le GIE Elite Palm. Cette société-là, sa première vocation, c'est de produire des plants de palmiers à huile certifiés, ce qui n'a jamais été fait au Sénégal. C'est une innovation. Ça, c'est une innovation que moi-même j'ai pris le risque de faire sur fonds propres. J'ai pris mon argent pour acheter des semences certifiées et faire ici des pépinières sur une filière qui n'existe pas au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas de plantation de palmiers à huile. On trouve des palmiers à huile sauvages, on trouve quelques petits planteurs qui ont pris des palmiers ou des semences locales, mais la filière n'existe pas au Sénégal. Donc moi j'ai pris ce risque-là et j'ai fait le pari de dire que le Sénégal, pour justement atteindre l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire, le palmier à huile a sa part à prendre. Voilà, donc on est sur une phase de développement parce que ça fait à peine 2 ans qu'on a démarré. Donc moi je produis ces plants certifiés-là. J'accompagne aussi les personnes qui aussi font le pari d'investir dans la filière, donc acheter des plants pour les planter chez eux. Je les accompagne sur la phase technique de mise en place et d'entretien de la plantation. On n'est pas encore en phase de production d'huile. Ça sera d'ici 4-5 ans qu'on aura les premiers palmiers qui vont produire. Et donc là, on aura le temps justement de mettre en place la stratégie et peut-être avec le gouvernement de voir comment on pourra essayer d'avancer ensemble. Alors Steven, on est bientôt au terme de cette interview. Je sais que vous êtes habitué à être sous la pluie. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas pour nous. Donc, mais un investisseur qui va bientôt investir son argent, qui est prêt, quel est le conseil ou quels sont les conseils que vous, en tout cas, vous pouvez lui fournir? Moi, le premier conseil que je donne à un investisseur qui souhaite se lancer dans l'agriculture, après l'acquisition d'un terrain et tout, il y a beaucoup de conseils à prendre en compte. Déjà, c'est de bien choisir l'emplacement de son terrain, c'est de bien choisir aussi les personnes qui vont l'accompagner dans la mise en place du projet, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent. Et ensuite, voilà, c'est d'aller par étapes, de ne pas se précipiter, parce que l'agriculture, c'est le monde du vivant, et le monde du vivant n'a pas de garantie. Voilà. Le monde du vivant n'a pas de garantie. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie. Et faire une interview, en tout cas sous la pluie, ça montre que vous êtes un homme de terrain. On n'a pas le choix. On est vraiment content de ça. Maintenant, bon, le message peut-être pour la jeunesse africaine, sénégalaise de façon générale? Non, le message que je peux lancer généralement, il est très simple. C'est que l'avenir est en Afrique. Tout le monde le sait. Malheureusement, beaucoup de jeunes Africains cherchent à fuir dans l'ancien continent, l'ancien monde. L'Europe, c'est l'ancien monde, c'est le vieux monde. Ici, il y a tout à faire. Maintenant, effectivement, il y a des sacrifices aussi à faire. Il faut prendre sur soi. On sait très bien qu'ici, le poids familial, le poids social fait qu'on peut se décourager et fuir cette pression-là. Mais voilà, il faut garder foi, croire en l'avenir, croire en soi-même et impacter. Tout en sachant que l'argent et la réussite ne vient pas en 2 jours, en 3 jours ou en claquant des doigts. C'est étape par étape, c'est de la patience, c'est de la persévérance, c'est de la volonté et surtout beaucoup de rigueur. Il faut être rigoureux dans ce qu'on fait et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors merci beaucoup Steven Moussa. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Harmony TV. C'était vraiment un plaisir de faire cet entretien avec Steven Moussa. Je le disais, nous sommes à Nianing et on a visité le site. Tout à l'heure, vous verrez ces images-là. Et c'était un plaisir. On vous donne rendez-vous à très bientôt sur Harmony TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.